Déjà, merci à tout le monde d'être venus aussi nombreuses et nombreux à ce topo. C'est cool, ça montre que c'est une question qui soulève des interrogations, que vous avez envie de creuser avec ce topo qu'on a intitulé donc, Punitivisme et lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc, pour nous présenter rapidement, je suis avec ma camarade Alberta, moi je m'appelle Gabrielle, et on est toutes les deux militantes à Révolution Permanente et à Du Pain et des Roses à Toulouse. Alberta, elle est étudiante au Mirail, et moi je suis prof. Donc voilà. Je vais commencer sans attendre. Donc, si vous êtes si nombreuses et nombreux aujourd'hui, c'est sûrement que, comme nous, vous avez participé ces dernières années au grand mouvement féministe contre les violences de genre dans différents pays, que ce soit en France, dans l'État espagnol, en Argentine, même aux États-Unis, etc. Donc voilà, vous êtes mobilisés, que ce soit dans la rue, sur vos facs, sur vos lieux de travail, pour lutter contre ces violences. Donc on a tous participé à des grandes marches féministes à l'occasion du 8 mars, à l'occasion du 25 novembre contre les violences. On se souvient tous du geste mémorable de Adèle Haenel quand elle a quitté la cérémonie des Oscars avec ce geste magistral qui avait fait tant parler. Et voilà, on se souvient surtout de toutes ces femmes, de toutes ces personnes LGBT qui se sont soulevées dans tous ces pays pour, dans la rue et sur les réseaux sociaux, partager et dénoncer leur expérience dans une société profondément patriarcale. Mais si on fait ce topo, c'est parce qu'aujourd'hui, on est 8 ans après le début de MeToo, ça passe vite, et je pense qu'on ressent toutes et tous un petit peu ce que décrivait Kautar Archi dans une phrase que j'ai retenue parce que je trouvais que ça exprimait bien, c'est qu'on sent tous que ça bouge beaucoup, comme un sol que l'on sent trembler sous nos pieds, mais que le ciel, lui, est toujours un peu le même. De fait, on sent que beaucoup de choses vont changer sur ce plan-là, mais en même temps, on a toutes et tous conscience que les terribles violences persistent, voire se renforcent avec la crise économique et tout ce qu'elle implique, et avec la montée des idées réactionnaires, comme on l'a encore vu très récemment avec toute la série de transféminicides qui a eu lieu en France notamment. Donc pour nous qui avons participé à ce mouvement, avec Du Pain et des Roses en France, mais avec Pañerosas, notre groupe, notre collectif féministe du coup international qui est présent dans tous les pays d'Amérique latine, aux États-Unis, dans l'État espagnol, en Italie, etc. On pense qu'il y a là un bilan à tirer, comme souvent, un bilan stratégique sur les stratégies qui sont multiples et qui s'affrontent, dialoguent entre elles dans le mouvement féministe. Et donc, en ce sens, ce topo aujourd'hui, il s'inscrit dans une réflexion qui est un petit peu en train de s'ouvrir en France, avec ce bilan-là, que tout le monde a envie un peu de se poser cette question, notamment avec toutes les élaborations du féminisme décolonial. Donc peut-être que vous étiez au topo hier, vous connaissez sûrement notamment Françoise Vergès, qui est l'une des figures de ce féminisme-là en France, mais aussi il y a eu le livre de Elsa Dec-Marceau, Faire justice, que vous avez peut-être lu, qui a eu quand même un écho important, et qui sont un peu des nouveaux travaux qui ouvrent une discussion sur cette question du punitivisme que je vais définir. Et ce topo, il s'inscrit aussi, surtout dans une réflexion qui est ouverte dans notre organisation internationale au sein de l'AFT, et on s'appuie beaucoup sur l'expérience et les élaborations de nos camarades, notamment d'Argentine et de l'État espagnol, et notamment de notre camarade Josefina Martínez, qui n'est pas là cette année, mais qui était là l'année dernière et qui avait fait un premier topo sur le punitivisme, qu'on s'est un peu approprié et qu'aujourd'hui on vous propose de creuser, en quelque sorte, pour resituer. Donc, juste avant de commencer, quelques définitions du coup. Donc, ce qu'on appelle le féminisme punitif, on appelle aussi le féminisme carcéral, c'est le féminisme qui considère la punition sous la forme de peine de prison plus sévère ou la criminalisation d'un plus grand nombre de préjudices, qui considère que ces peines-là et cette criminalisation peuvent apporter des solutions à ces violences, tout simplement. Donc voilà, si vous voulez une définition à noter, ça serait celle-ci. Donc il faut avoir en tête que ça n'est pas une tendance du féminisme à proprement parler. Il n'y a personne qui se revendique du féminisme punitif. Pour autant, comme le souligne notamment la sociologue Gwenola Ricordo, que vous connaissez peut-être, qui est une militante féministe anticarcérale, abolitionniste, en fait, cette pensée-là imprègne la plupart des propositions qui sont formulées aujourd'hui en matière de lutte contre les violences de genre. Par exemple, la création de nouvelles catégories de crimes, comme de faire reconnaître le féminicide, dans certains pays de faire reconnaître le viol comme une agression. Ça peut être l'augmentation, voire la suppression totale des délais de prescription aussi. Il y a ce genre de débat pour faire reconnaître, du coup, faire condamner quelqu'un longtemps après les faits, etc. Et le durcissement des peines de manière générale, diverses innovations pour pouvoir systématiser les plaintes, les poursuites, etc. Et donc, en quelque sorte, c'est un angle mort du mouvement féministe aujourd'hui, parce qu'il y a très peu de débats en réalité sur ça. Il y a très peu de féministes qui remettent en question ce présupposé-là. Et nous, c'est ça qu'on veut interroger.
Par exemple, il est considéré comme normal, dans la grande majorité des milieux militants de gauche, etc., de défendre le fait de mettre des agresseurs en prison, par exemple. Ça semble aller de soi. Ou encore d'interdire le recours à la prostitution, par exemple. Pourtant, dans d'autres domaines, la répression, c'est quelque chose qui est plutôt dénoncé par les mouvements progressistes de gauche. Il y a un sociologue et philosophe que vous connaissez peut-être qui s'appelle Geoffroy de la Gannerie, qui a un peu écrit sur ces questions, qui parle par exemple d'exceptionnalisme sexuel pour exprimer cette idée que, alors que les mouvements progressistes dénoncent généralement la répression, la mobilisation contre les violences sexistes et sexuelles, elle prend presque toujours la forme d'un appel à renforcer l'action répressive et punitive. Donc c'est un peu une contradiction quelque part. Et comme nous allons le voir dans ce topo, je ne vais pas spoiler trop, c'est la partie d'Alberta, mais ça n'a pas toujours été le cas en réalité. Et nous, avec ce topo, on vient un peu interroger ça. Par exemple, dans le cadre de la seconde vague du mouvement féministe, dans les années post-68, dans la continuité en fait, de ce grand mouvement de lutte des classes qu'il y a eu à l'international, en France notamment, le mouvement des femmes, il associait systématiquement la dénonciation des violences patriarcales à celle du rôle de la justice bourgeoise dans la perpétuation de ces violences-là. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, c'est quelque chose qui est très peu connu et qui est très peu retenu même dans la mémoire des mouvements féministes. Mais par exemple, la Ligue du droit des femmes, qui était une organisation proche de Simone de Beauvoir, par exemple, qu'on connaît comme une grande figure de cette époque-là, elle menait des actions, elle dénonçait évidemment les violences, elle se battait contre le viol, etc. Mais dans le même temps, elle menait des actions où elles allaient par exemple dans les tribunaux où il y avait des procès pour agression sexuelle et elle criait « la prison n'est pas une solution, libérez l'accusé ». Donc vous voyez que c'est assez subversif, c'est pas quelque chose qu'on connaît aujourd'hui, qui est très répandu, on va dire. Donc on voit bien la différence, qu'on est bien loin en fait, du mouvement féministe de 2024, où les revendications qui prédominent, ça va être des revendications réformistes punitives, comme celles qui sont portées notamment par une organisation comme Nous Toutes, qui incarne vraiment cette nouvelle vague féministe dont on va parler, et qui sont reprises y compris par la France Insoumise, qui revendique un État, une police, des juges plus féministes. Vous voyez ? Donc en gros, comment on en est arrivé là ? Quel bilan tirer de la stratégie punitive à l'aune du mouvement contre les violences de genre au cours de ces dernières années ? C'est ça la question qu'on va se poser dans ce topo. Il a pour but, ce topo, c'est la première fois qu'on le fait et tout, donc voilà, de s'enrichir des expériences qui ont été menées par le mouvement féministe dans l'histoire et à l'international, de ses flux et de ses reflux, de ses victoires et aussi de ses défaites, et de ses bilans pour pouvoir mieux s'armer, éviter les pièges et en finir réellement avec les violences patriarcales. Donc, pour le plan, en gros, on va commencer dans un premier temps avec une partie que Alberta va faire, qui cherchera à se réapproprier justement les débats en synthétisant 3 grandes critiques historiques qui ont été faites au féminisme punitif. Ensuite, on s'intéressera en profondeur au bilan qu'on peut tirer du coup de ce féminisme à l'aune du mouvement MeToo de ces dernières années. Et enfin, on présentera du coup notre perspective, celle d'un féminisme socialiste qui renoue avec l'esprit justement des féministes de la seconde vague pour tout renverser et en finir jusqu'au bout avec les violences de genre. Pardon. Là, vous m'entendez ? Ok. Non, mais du coup, merci d'être venus si nombreuses. Moi, je vais essayer de donner un peu 3 grandes critiques qui ont été faites au féminisme punitif. Tout en ayant en tête, comme disait Gabriel, que le féminisme punitif n'est pas un courant à proprement parler qui se revendique comme tel, et que du coup les critiques viennent de différents courants aussi et de différents angles en fait, angles morts pour le dire comme ça, de cette logique dans le féminisme. Je vais vous dire les 3 points pour ceux qui aiment noter les plans. La première, ça va être de montrer comment c'est un féminisme qui est complice du néolibéralisme. La deuxième élément, ça va être de montrer comment c'est un féminisme qui s'est beaucoup adapté au féminisme carcéral et notamment avec des biais impérialistes. Et la troisième chose, ça va être de montrer comment c'est un féminisme qui est essentialisant pour les femmes et les personnes LGBT. Donc, qu'est-ce qu'on entend par un féminisme complice du néolibéralisme ? On voit qu'en fait, le féminisme punitif que Gabriel a déjà un petit peu décrit dans son introduction complète le sens commun, comme quoi, dans la société, en fait, on est tous une somme d'individualités et que c'est 1 + 1 + 1 qui fait la société. Et donc, du coup, ça veut dire que les préjudices subis sont également le résultat d'enjeux individuels
comme s'il n'y avait pas de conditions structurelles qui recréent et conditionnent en fait l'oppression à l'échelle collective. Cet imaginaire-là, selon lequel la société est une somme d'individus et non pas en fait le fruit de structures sociales, que ce soit le capitalisme, le patriarcat, etc., ça vient pas de nulle part, mais ça a été le fruit d'une offensive néolibérale qui a été mise en place par la bourgeoisie pour répondre à l'énorme vague de lutte des classes qu'il y a eu dans les années 60, dont mai 68 est l'expression en France, mais y compris les nombreuses révolutions contre la colonisation en Algérie, au Vietnam, etc. Dans ces années-là, en lien avec cette vague de lutte de classe qui a secoué le monde à l'international, comme le disait Gabriel, les féministes qu'on appelle de la seconde vague, elles avaient mis une critique du patriarcat comme un système, et elles disaient « ce n'était pas lui, ce n'était pas moi, c'était la société ». Comme l'explique notamment un historien de ce féminisme de la seconde vague qui s'appelle Jean Bérard, leur combat, il était ultra lié à la critique de l'État bourgeois, de sa police et de sa justice, qui condamne en réalité les femmes pauvres, par exemple, à aller en prison pour avoir avorté illégalement, pendant que les femmes qui ont les moyens peuvent aller avorter dans d'autres pays ou se payer des médecins et avorter dans de bonnes conditions. Du coup, dans ce contexte-là, il n'était pas question de se battre pour plus de criminalisation des violences, puisqu'il existait une conscience claire que celles-ci, elles étaient le fruit d'un système capitaliste et patriarcal qui ne pouvait pas être l'allié des femmes dans leur émancipation. La Ligue du droit des femmes, dont du coup Simone de Beauvoir était proche, elle disait par exemple « Ce n'est pas l'emprisonnement de l'agresseur qui changera sa mentalité et qui lui apprendra qu'une femme est un être humain. Par conséquent, cette peine est inutile puisqu'elle n'apporte rien aux femmes et ne fait pas évoluer les mentalités. » La Ligue, en outre, refuse de se servir de l'institution carcérale. Cette solution sexiste permet sans doute à notre société de se débarrasser d'un problème qu'elle a créé elle-même en fabriquant des violeurs, mais il ne s'agit que d'un leurre. Donc on voit ici la logique de ce féminisme de la seconde vague que nous, du coup, on peut qualifier d'anti-punitif. Mais avec la réponse en fait de la bourgeoisie à cette énorme vague de lutte des classes qu'on appelle le néolibéralisme, on veut voir que tout ça, ça va un petit peu changer. Il faut comprendre, pour comprendre ce changement de logique dans le mouvement féminisme, qu'est-ce qu'on entend par le néolibéralisme. Le néolibéralisme, c'est un moment politique où la bourgeoisie, pour mettre fin à tout type de processus révolutionnaire, puisqu'en fait, les années 60, comme je le disais, ça a été des insurrections ouvrières importantes au Chili, en Argentine, en France avec mai 68, des révolutions en Algérie, au Vietnam, etc. La bourgeoisie, elle va mettre en place une contre-offensive qui va être matérielle et idéologique et qui va être très brutale. Ça s'est fait au coup de dictatures militaires au Chili et en Argentine et de gouvernements autoritaires aux États-Unis, en Angleterre, avec Thatcher et Reagan. Qu'est-ce que ça va être cette offensive libérale ? Ça va être un approfondissement très important de la précarisation. Donc en fait, on va exploiter plus que jamais la classe ouvrière et les opprimés avec du chômage de masse, des baisses de salaire, la division, enfin la création de la sous-traitance en fait pour précariser toujours plus les employés. Et de l'autre côté, pour accompagner cette offensive matérielle et économique sans précédent, la bourgeoisie, elle va s'armer d'un discours selon lequel le capitalisme est le seul système viable et possible que peut en fait occuper cette planète. Pourquoi elle va s'armer de ce discours-là ? Parce qu'on est dans un moment où le mur de Berlin est tombé, et donc du coup, ce que va dire en fait Thatcher et l'ensemble de ces néolibéraux, c'est que le communisme ne peut mener qu'à une expérience totalitaire en disant qu'en gros on l'a déjà vu et que ça ne sert à rien, et que du coup le capitalisme c'est la liberté et que c'est le seul système dans lequel on peut espérer vivre. Cette offensive idéologique, elle va aussi venir installer tout un mythe d'exacerbation de l'individu et de la logique en gros d'une individualité qui pourrait se réaliser, etc., qui va avoir des conséquences, y compris sur les perspectives que se donnent les différents mouvements sociaux. Comme l'explique notre camarade Andrea Datri, qui a écrit le livre qui est un peu fondateur de Du pain et des roses, elle va montrer que le fait que l'horizon révolutionnaire s'effondre, ça va détourner le mouvement féministe du mouvement ouvrier, alors qu'historiquement, je pense que vous l'avez peut-être vu si vous avez fait les différents topos de Du pain et des roses à cette université d'été, le féminisme, il est ultra lié dans son origine au féminisme marxiste et aux féministes en fait ouvrières qui combattaient dans la première internationale pour faire exister une voie du féminisme. Mais à partir de cette offensive néolibérale, on va voir une division
qui peut-être pour nous est normal, parce qu'en fait, on a toujours connu ça entre le mouvement ouvrier et le mouvement féministe, mais qui n'existait pas auparavant. Et en fait, ça va être théorisé, cette division, avec toute l'idée qu'il pourrait exister un mouvement des femmes autonome qui se battrait de manière séparée du mouvement ouvrier. Et ça, notamment, ça va être théorisé par le féminisme matérialiste. Peut-être que vous connaissez Christine Delphi et le féminisme radical aux États-Unis, qui vont théoriser que l'ennemi principal des femmes n'est plus le capitalisme, mais le patriarcat. De cette manière-là, elles vont séparer la lutte pour le pain, c'est-à-dire les droits économiques, les salaires, les conditions de vie des femmes, avec la lutte pour les roses, c'est-à-dire l'ensemble des droits démocratiques et pour le droit de vivre sa vie. Du coup, ce féminisme-là, en séparant ces deux questions, il va ouvrir une brèche importante pour la bourgeoisie et pour les États capitalistes, et cette brèche, évidemment que la bourgeoisie va la saisir. C'est ce que Nancy Fraser, qui est une féministe qui a beaucoup écrit justement sur les travers de ce féminisme libéral, elle va appeler ça le néolibéralisme progressiste. Pourquoi ? Parce que le néolibéralisme, pour faire accepter toute la misère qu'ils ont mis en place avec un ensemble de réformes économiques, elle va se mettre un peu un déguisement culturel progressiste et elle va faire passer en fait un certain nombre de revendications du mouvement féministe, mais en les vidant de leur contenu anticapitaliste pour les mettre au service de son projet, criminaliser les pauvres et les immigrés et renforcer son appareil répressif. Par exemple, une des armes du néolibéralisme, ça va être le recours à la sanction pénale pour criminaliser les violences faites aux femmes. Et ça va faire débat dans le mouvement féministe, puisque comme on l'expliquait, on vient d'une histoire où le mouvement féministe était profondément lié à la lutte contre la prison et les institutions de l'État bourgeois. Et donc du coup, dans les années 80, va émerger un débat entre une tendance lutte de classe qui va défendre que le recours à la sanction pénale allait forcément se retourner contre les intérêts de la classe ouvrière et les femmes en premier lieu, en disant qu'en fait, plus de prisons, plus de police, etc., ça allait forcément se retourner contre les opprimés. Et de l'autre côté, une frange qui va défendre une position pro-criminalisation en mettant en avant le rôle symbolique du droit pénal pour rendre problématique des comportements patriarcaux qui, jusque-là, faisaient partie de l'ordre des choses. C'est la seconde tendance plutôt qui va prendre en fait la main sur le mouvement féministe, et c'est à partir de là qu'on va voir vraiment un tournant punitif dans le mouvement féministe dans les années 80. Et donc du coup, les courants féministes vont commencer à revendiquer la criminalisation du viol, de la pornographie et de la prostitution, et qu'une fois que ces demandes sont obtenues, les courants punitifs vont prôner un durcissement des peines pour les agresseurs comme perspective et horizon pour l'émancipation des femmes. Il y a une juriste et une professeure américaine qui s'appelle Wendy Brown, qui a écrit un livre qui s'appelle States of Injury, qui va montrer que cette logique-là du mouvement féministe inclut aussi un problème, puisque ça donne énormément de pouvoir à l'État pour contrôler et légiférer sur des préjudices et des sanctions, et que ça implique derrière que l'État serait une institution neutre qui pourrait faire l'arbitre en fait entre un homme et une femme dans le cadre d'un procès. Elle va montrer qu'au lieu d'apparaître comme le symptôme d'une profonde douleur politique dans une culture, le préjudice est représenté comme intentionnel et individuel, et du coup, la politique est réduite à la punition. Je vais boire un peu d'eau. Ce tournant du coup du mouvement féministe vers des idées plus punitives et des politiques de criminalisation des violences, il va avoir pour conséquence l'institutionnalisation du mouvement féministe, et je pense que vous l'avez toutes et tous remarqué, qu'il existe un féminisme qui est très peu politique en réalité. Quand on voit un féminisme qui est rentré dans les institutions et qui se centre seulement sur des transformations culturelles. Pourquoi est-ce que c'est ça ? Parce que la contradiction qui est visible, c'est que évidemment que les femmes, aujourd'hui, elles ont acquis des droits formels dans un certain nombre de pays dans le monde, mais en même temps, il y a comme un courant du féminisme qui est devenu un féminisme des pubs, de Beyoncé, de la télé, etc., et qui est devenu un peu cool et vidé de tout contenu subvertif et anticapitaliste. Donc ça, c'est aussi une conséquence du néolibéralisme, et en fait, ça va se voir sur différents terrains. Par exemple, de la critique du patriarcat, comme là des socles du capitalisme et de la société inégalitaire entre exploiteurs et exploités, le féminisme est passé à la seule critique de l'inégalité des sexes, de la critique de la famille bourgeoise comme unité économique du système capitaliste qui normalise les rapports d'oppression et les normes de sexualité
Aujourd'hui, le féminisme glisse vers la revendication d'une simple reconnaissance des différents types de familles, mais toujours dans le cadre du capitalisme, et de la critique de la norme hétérosexuelle. On est passé à la reconnaissance légale des orientations sexuelles et des genres. Vous voyez que cette institutionnalisation du féminisme sur le terrain de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, elles vont remplacer la lutte contre l'oppression, l'exploitation, à la lutte contre les violences et les discriminations, et donc du coup se déplacer de la lutte contre un système qui permet des violences et qui les reproduit à la lutte contre des individus déviants qu'il s'agirait d'écarter un groupe. Et en fait, ce problème d'individualisation du problème des violences sexistes et sexuelles, ça va avoir des conséquences, puisqu'en fait, le problème des violences, il est dépolitisé, c'est-à-dire qu'en gros, il est écarté du contexte global qui permet la reproduction de ces violences et qui crée en fait des normes qui permettent qu'il y ait des choses comme ça qui se passent dans notre société, et ça rend le problème individuel, et du coup, comme un problème moral ou interpersonnel entre individus, en détournant le regard en fait des racines structurelles qui permettent la reproduction de ces violences. Donc vous voyez, ça c'est un peu tout le glissement de ce féminisme. Il est important à comprendre parce qu'aujourd'hui la plupart des courants féministes sont trempés, y compris par l'idéologie libérale et l'individualisation en fait d'un certain nombre de problèmes. La deuxième chose, ça va être de voir en fait comment est-ce que le féminisme punitif il a des biais qui sont carcérales, et c'est une critique qui a été historiquement portée par les militants du féminisme noir aux États-Unis et notamment par Angela Davis. Le problème en fait sur ce terrain-là, on va avoir plusieurs arguments. Le premier, c'est que le féminisme punitif, il a été tout simplement complice d'une grande partie des offensives racistes et de l'incarcération de masse aux États-Unis. Ça, c'est quelque chose qu'Angela Davis, elle va montrer dans son livre Femmes, race, classe, où elle va montrer qu'en fait, beaucoup des courants féministes punitifs ont participé, à travers le mythe du violeur noir, à encourager des lynchages, et y compris la ségrégation raciale, puis la criminalisation des populations noires américaines aux États-Unis. Et ça va s'accentuer, ça existait déjà avant le néolibéralisme, mais avec le néolibéralisme, ça va s'accentuer. Pourquoi ? Puisque le gouvernement américain va procéder à une incarcération de masse et va s'appuyer sur les courants féministes en fait pour le faire. Il y a un sociologue qui va montrer que en 40 ans aux États-Unis, la composition ethnique de la population carcérale, elle s'est inversée, passant de 70% de blancs au milieu du siècle à 70% de noirs et de latinos aujourd'hui, alors que les hommes noirs représentent 6,5% de la population, mais un tiers des détenus dans le pays. Donc vous voyez que derrière ces chiffres, ce sont des secteurs entiers de la population qui vivent au quotidien les violences de la police, de la justice et de la prison. Et Gwenola Ricordo, dont parlait Gabriel, va montrer y compris que les femmes pauvres, précaires et racisées sont en première ligne des violences de la prison, que ce soit en tant que suspectes, que ce soit en tant que condamnées, mais y compris en tant que proches d'un condamné, ce qui est un autre angle mort du féminisme punitif. La deuxième chose, le problème de ce féminisme carcéral, c'est y compris qu'il y a énormément d'études de féministes et de criminologues qui vont montrer comment la prison ne résout pas et au pire augmente en réalité le niveau de violence qu'un individu peut avoir. Il y a des études qui montrent que pour le niveau de violence et de privation de liberté que représente la prison dans le système capitaliste, ça crée des individus plus violents et que le taux de récidive à la sortie de prison est important. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, y compris pour voir le rôle social de la prison et comment ça ne résout pas en fait le problème structurel des violences. La troisième chose qu'on peut dire sur le féminisme punitif, c'est que ça relégitime les États impérialistes et colonialistes comme les sauveurs et en gros les garants de la sécurité des femmes. Et ça va être beaucoup utilisé évidemment par ses propres États. Françoise Vergès, elle va même parler d'un féminisme qui est civilisationnel, c'est-à-dire en gros d'un féminisme qui va être utilisé par l'État pour réprimer plus les habitants des quartiers populaires et des colonies au nom de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et de la lutte contre les violences faites aux femmes en général. Ça va rejoindre les élaborations de Sarah Faris sur le fémonationalisme. Le fémonationalisme, c'est-à-dire l'instrumentalisation des droits des femmes au service d'un projet raciste et colonial. Un exemple très concret de ça, c'est en France, quand les organisations féministes les plus institutionnelles demandent une criminalisation du harcèlement de rue,
le gouvernement il s'appuie sur cette demande avec Darmanin et Schiappa pour mettre en place plus de police dans les quartiers populaires et ils vont baptiser ça le plan quartier sans relou. Et donc du coup on a des vidéos de Marlène Schiappa qui se pavane dans des quartiers populaires et qui se réjouit de plus de présence policière, alors qu'en fait cette présence policière elle joue aussi un rôle de militarisation des quartiers populaires avec beaucoup de répression. Françoise Vergès, dans son livre Une théorie féministe de la violence, elle va montrer que cette question-là, elle détache la situation des femmes du contexte global de naturalisation de la violence et que ça perpétue une division à l'avantage du patriarcat et du capitalisme, puisqu'en fait il s'agit d'identifier et de punir les hommes violents et que ça naturalise la violence de quelques-uns sans s'attaquer aux structures qui fabriquent au quotidien ces violences épouvantables. Et ça, ça rejoint ce qu'on disait avant, le fait d'individualiser le problème des violences, mais y compris ça naturalise et ça invisibilise les violences que commettent ses propres États, les violences policières, les guerres, les violences racistes et y compris sexistes et sexuelles, puisque non seulement les États impérialistes, et ça a été prouvé dans de nombreuses guerres, utilisent le viol et les agressions sexuelles comme armes de guerre, et ça c'est quelque chose qui est totalement impuni en fait dans le cadre justement de ces courants punitifs qui revendiquent plus de répression et qui s'appuient sur l'État, mais y compris ça normalise de manière générale les violences institutionnelles que vivent les femmes et les personnes LGBT. Et ça montre la contradiction principale en fait du féminisme punitif et carcéral, c'est qu'en fait ce même État, ces mêmes agents de l'impérialisme, ils veulent s'imposer comme les sauveurs et les émancipateurs des femmes quand elles sont victimes d'un autre type de violence. Et ça se voit quand Darmanin, il nous dit qu'en fait, il va mettre des OQTF pour les délinquants sexuels, ou d'une manière plus internationale, quand le gouvernement américain nous dit qu'ils vont aller sauver les femmes du monde entier et qu'à travers ça, ils justifient des guerres pitoyables, et y compris, je veux dire, la situation en Palestine, on a aussi eu ce discours-là, qu'on dirait que le génocide mené à Gaza presque serait fait pour sauver les femmes et les personnes LGBT. Donc vous voyez qu'il y a une relégitimation en fait, de l'État comme un acteur pour sauver les femmes quand elles sont victimes d'un autre type de violence que celle que commet l'État. Je rebois. La troisième chose, et ensuite je vais donner la parole à Gabrielle, c'est le fait que le féminisme punitif a tendance aussi à essentialiser les femmes. Et je vais expliquer pourquoi. Pourquoi ? Parce que c'est un féminisme qui s'est beaucoup du coup adapté au paradigme de la sanction pénale. Et le problème de la sanction pénale, c'est qu'elle repose sur un binôme agresseur-victime. Et que ce binôme-là, il va individualiser, comme on disait, le problème de la lutte contre le patriarcat, mais aussi, il a pour conséquence d'essentialiser tous les hommes comme des potentiels agresseurs et toutes les femmes comme des victimes potentielles. Ça va être quelque chose qui va être entretenu, y compris par toute la pensée postmoderne, mais qui va aussi être entretenu, comme je disais, par le fait que le mouvement féministe s'est plié aux catégories imposées par l'État. Et du coup, dans ce contexte-là, le féminisme punitif n'appréhende pas la punition comme un levier d'éducation pour une personne qui a fauté et qui voudrait changer, ou y compris pour pouvoir régler le problème pour que dans le collectif ça ne se reproduise pas, mais comme un outil pour purifier le groupe et séparer les individus jugés problématiques. Elsa Dec-Marceau, dans son ouvrage Faire justice, elle va dire « L'auteur de l'agression n'est plus une personne qui a eu un comportement précis à un moment donné, mais un agresseur, dangereux pour quiconque s'en approche, prêt à agresser n'importe qui à n'importe quel moment. » Ça va avoir plusieurs conséquences. Comme je le disais, du coup, ça part, ou en tout cas implicitement, il y a cette idée que toutes les femmes seraient des victimes et que tous les hommes seraient des agresseurs. Et ça, c'est des choses qui tendent à essentialiser les femmes. Et dans les années 80, il y a des féministes qui ont carrément théorisé le fait qu'aujourd'hui, le problème pour les femmes, ça serait de se battre contre les hommes, et que du coup, c'est des courants qui ont une conception, y compris de ce que serait une femme, qui est essentialiste et biologisante, et qui du coup vont dire qu'en gros, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y aurait une guerre des sexes entre deux classes de sexe, et que du coup, des féminismes de ce courant, comme par exemple Andrea Dworkin, elles vont théoriser que les femmes sont des victimes des hommes, notamment dans le cadre de la pornographie et de la prostitution, et que du coup, par conséquent, elles vont revendiquer que l'État doit les protéger en criminalisant l'ensemble de ces pratiques, que ce soit la pornographie ou la prostitution. La deuxième chose qui est une limite de cette conception-là, c'est cette intégration du mouvement féministe de toutes les catégories pénales, elle va transformer, y compris en réaction de la violence de la justice patriarcale, le statut de victime dans une forme d'identité.
Puisqu'en fait, comme la reconnaissance du statut de victime par l'État devient l'horizon ultime de la lutte du mouvement féministe, le témoignage et la parole de la victime, il va prendre une importance symbolique qui est considérable. Vous voyez bien ça dans la violence des différents procès qu'on peut voir. Je veux dire, Kiki va parler du procès Depp Heard ou l'ensemble des procès qui sont médiatisés. C'est absolument terrible parce qu'en fait, la victime, elle doit, si elle veut gagner le procès, surjouer le rôle de la bonne victime, souvent au moyen d'une revictimation, puisqu'en fait, elle doit donner un grand nombre de détails sordides sur le préjudice qu'elle a subi. Et ça donne lieu à des procès qui sont absolument terribles. Et c'est comme si, en réaction, y compris de cette justice patriarcale, cette logique-là s'est un petit peu reproduite dans certains milieux militants, notamment influencés justement par cette logique postmoderne. Qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner du fait que la parole de la victime, puisqu'elle part de l'expérience de sa douleur et qu'elle décrit un préjudice, va être considérée supérieure à tout type d'autres discours. Nous, on pense que c'est très important, et c'est pour ça y compris qu'on fait cette discussion, d'accompagner une victime sur le fait de comment, où et avec quelles armes pouvoir exprimer sa souffrance et comment pouvoir obtenir justice. Mais par contre, on ne pense pas qu'on peut exiger à quelqu'un qui a souffert d'un préjudice à un moment donné, en partant, y compris de sa douleur, d'établir et de construire une stratégie sociale et politique pour en finir avec le système qui est responsable en fait des oppressions qu'on subit au quotidien. Cette responsabilité, en réalité, elle repose sur les organisations féministes, sur les organisations sociales, et c'est y compris pour ça qu'on s'organise et qu'on n'est pas toute seule face aux violences qu'on subit. Ça, c'est quelque chose que va dire la féministe antiraciste Bell Hooks. Elle va dire, tout comme les révolutionnaires qui œuvrent à changer le destin des personnes colonisées partout dans le monde, il est nécessaire que les militantes féministes soulignent le fait que la capacité à voir et à décrire des réalités individuelles est une étape importante dans le long processus d'auto-guérison. Mais c'est seulement un point de départ. Et du coup, elle va montrer comment l'expérience de la discrimination et de l'oppression n'implique pas nécessairement une compréhension de l'ensemble des mécanismes idéologiques et politiques qui organisent la société et qui permettent la reproduction de ces violences. Et Elsa Dec-Marceau, elle va aussi montrer que cette question de la figure de la victime qu'installe le binôme en fait créé par la justice patriarcale et le pénal, y compris va remplacer la figure en fait du mouvement féministe et de l'ensemble des femmes, celle des battantes, des dissidentes ou encore des féministes révolutionnaires qui se battent pour leurs droits. La troisième chose que l'on va voir, c'est que cette question-là mène aussi à une impasse stratégique dans la perspective en fait, d'unifier les différents secteurs sociaux face au capitalisme et au patriarcat. Nous, on pense, comme je le disais avant, que les témoignages d'une oppression, ils sont très importants parce qu'ils permettent la dénonciation de faits qui souvent sont naturalisés par la société, par les médias, et que c'est très important. La question, c'est comment est-ce que, si on part du principe que l'expérience de chaque individu opprimé prime par rapport aux autres, cela peut mener à une forme de compétition et de division entre les différents secteurs opprimés au détriment de leur unification contre le système patriarcal, raciste et capitaliste. Ça, c'est à la fois une conséquence de la division dont on a parlé quand on parlait du féminisme néolibéral, de la division en fait des différents mouvements sociaux et y compris de la division avec le mouvement ouvrier, mais c'est aussi la conséquence du fait qu'avec le néolibéralisme, la perspective d'un réel changement a disparu, et Elsa Dec-Marceau, elle va montrer que, en l'absence d'un projet militant qui est fédérateur et qui peut nous enthousiasmer autour d'un futur enviable et sans violence, les forces progressistes en viennent à succomber à un moralisme justicier et réprobateur. Donc en fait, vous voyez que ça, c'est quelque chose qu'on peut observer beaucoup, y compris dans les discussions, sur les milieux militants qui ont pour objectif de créer des espaces safe et que ça serait une fin en soi dans le cadre en fait, de la lutte contre... et qui du coup laisse de côté un petit peu la réflexion sur comment est-ce qu'on en finit avec le système capitaliste et patriarcal. Et ça, c'est quelque chose que l'État bourgeois, la justice, le discours dominant va énormément instrumentaliser, puisqu'en fait, il va pouvoir jouer sur les différentes identités pour les opposer les unes aux autres, pendant que le capitalisme se maintient. Et ça montre aussi, pour finir, un net recul du mouvement féministe entre la deuxième vague et la situation actuelle. Elsa Dec-Marceau, elle va dire qu'on est passé des procès sans peine aux scènes sans procès. Aux peines sans procès ?
Répète la phrase juste. On est passé des procès sans peine aux peines sans procès, et que c'est un renversement qui est caractéristique du coup du glissement et de la société néolibérale. Donc ça va être des conséquences, comme je disais, de tout le martèlement qu'il y a eu, où on nous a dit qu'il n'y avait aucune alternative au système capitaliste, qui fait disparaître le désir d'un changement de société et de liberté, et que du coup ça va laisser place à la lutte pour la reconnaissance par l'État capitaliste de nos discriminations et d'une émancipation qui n'est plus vue que comme un jardin individuel. Et juste pour finir avec ça et laisser la place à Gabriel, je pense qu'aussi il faut voir que l'État, il a très bien compris ça, puisque souvent la douleur des victimes, elle est instrumentalisée, comme je le disais avant, au service d'un renforcement de la présence policière dans les rues, ou y compris par l'extrême droite, comme on va le voir dans la seconde partie. Ça va, vous tenez le coup? Ok, on est à la moitié du topo, donc là je vais passer à la partie plus politique. Là on a bien vu comment, dans quelles conditions le féminisme punitif a émergé historiquement et quelles ont été les différentes critiques qui ont été faites. Et là, l'idée, c'est de voir un peu comment ça s'est matérialisé, les limites du féminisme punitif en pratique dans le mouvement qui a commencé du coup dans les années 2010 et quel bilan on peut en tirer. Donc déjà pour dire quelques définitions sur ce mouvement, donc il y a beaucoup d'auteurs, et nous y compris on partage cette définition, qui théorisent qu'aujourd'hui il y a une 4e vague féministe qui a commencé. Cette vague, elle s'inscrit dans la crise de 2008 et ses conséquences sociales et politiques. Et en gros, pour le dire très rapidement, c'est Andrea Datri qui le dit comme ça, je pense que c'est assez clair, et ça rejoint aussi ce qu'on a dit avant. En fait, cette vague féministe, elle va naître de la contradiction profonde entre une égalité obtenue dans le droit, formellement, du coup dans toute la période néolibérale, et l'inégalité qui persiste et qui se renforce dans les faits. Donc cette vague, elle a commencé du coup dans les années 2010, après la crise de 2008, et y compris elle a commencé dans les pays qui sont sous domination impérialiste et qui ont été en première ligne en fait, de cette contradiction-là, avec le puissant mouvement Ni Una Menos, qui a déferlé du coup en Amérique latine, depuis l'Argentine et dans tous les pays d'Amérique latine, et qui est arrivé y compris jusqu'en Europe pour exiger la fin des féminicides, puis qui s'est poursuivi avec du coup l'éclatement du mouvement de dénonciation MeToo sur les réseaux sociaux, qui a eu toutes les conséquences que vous connaissez, et qui a éclaté y compris en plein cœur de la première puissance impérialiste mondiale, ce qui a eu un déferlement très important, des conséquences très importantes. En fait, il y aurait beaucoup à dire sur ce mouvement, mais là on peut un peu centrer notre propos sur la mise en pratique d'un féminisme punitif et ses conséquences d'un point de vue stratégique. Donc en gros, il y a 2 sous-parties là. La première chose qu'on va voir, le premier bilan qu'on peut tirer, c'est celui de la cooptation du mouvement féministe dans une logique punitive. Et ensuite, on verra comment la droite et l'extrême droite, elles s'appuient sur cette cooptation-là pour prospérer et pour capitaliser. Donc pour commencer sur la cooptation du mouvement féministe, déjà il faut dire, avant tout, qu'il y a quand même un acquis fondamental de cette 4e vague, qui est ce qu'on disait un peu au début, c'est-à-dire d'avoir imposé l'idée d'avoir imposé la question des violences de genre comme un sujet politique à part entière, ce qui n'était pas le cas avant, qu'il n'est plus possible aujourd'hui d'esquiver, de banaliser, comme ça l'était jusque-là. Andrea Datri, elle va dire dès 2018, cette nouvelle vague du féminisme a fait baisser le seuil de tolérance aux actes machistes dans la vie quotidienne, depuis les dénonciations publiques du harcèlement sexuel sur les réseaux sociaux jusqu'au débat sur le langage inclusif. En ce sens, cette vague, elle marque une avancée dans la redéfinition de la réalité en renversant certains codes culturels prédominants. Donc ça, je pense, c'est un truc qu'on voit toutes et tous. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà revu ça, mais en faisant le topo, je voyais les images du procès de DSK, enfin de l'affaire DSK en 2011. Donc c'était un peu le premier signe précurseur de cette vague féministe en France. Et on voit que le traitement médiatique, il n'a rien à voir aujourd'hui avec ce que c'était quand, à l'époque, à la télé, on pouvait parler normal de cette affaire comme un troussage de domestiques. Ça ne choquait pas grand monde, en gros. Aujourd'hui, on voit que les choses, elles ont quand même un peu changé de ce point de vue-là. On s'aperçoit du chemin parcouru, et y compris, le mouvement féministe, il a interrogé le rôle patriarcal de l'État, de sa police, de sa justice, en disant, mais en fait, on ne prend pas nos plaintes, on nous revictimise, ça ne change rien, etc. Donc ça, c'est un changement important d'un point de vue culturel des idées, et ça a forcé, en fait, dans de nombreux pays, y compris les forces de gouvernement, à prendre en compte, du coup, ce problème-là, ce qui n'était pas le cas avant. Donc de prendre les forces politiques, de prendre ça en compte dans leur programme politique en premier lieu, et quand ils arrivent à la tête de l'État, de pouvoir mettre en place différentes réformes.
avec la création de ministères, d'observatoires, d'autres dispositifs dédiés au niveau institutionnel, y compris dans les pays où ce mouvement il ne s'est pas limité à de la dénonciation sur les réseaux, mais qu'il y a eu un vrai mouvement social dans la rue. Ce mouvement il a pu arracher des droits très importants, notamment en Amérique latine. Cette mobilisation, elle a mené à ce que le droit à l'avortement soit arraché. Donc le plus connu comme exemple, le plus important, c'est celui de l'Argentine avec la Marea Verde. Donc c'est des milliers de femmes qui manifestent pour le droit à l'IVG, qui font une campagne pendant plusieurs années et qui finissent par obtenir en 2020, du coup, le droit à l'avortement par le gouvernement de Alberto Fernandez. Mais il y a aussi la Colombie en 2022, il y a aussi le Mexique en 2023. Et y compris dans de nombreux pays comme la France, tout ce changement-là, ça a forcé le gouvernement à revoir, par exemple, ses programmes d'éducation au genre et à la sexualité, en y intégrant des nouvelles notions, en intégrant les avancées académiques, par exemple sur la diversité de genre, sur la notion de consentement. Il y a des progrès qui ont été faits de ce point de vue-là. Le fait d'avoir imposé ces changements-là, c'est une victoire du mouvement féministe en soi, qui cristallise un rapport de force qui a été imposé à un moment donné par la rue, par le mouvement des femmes et des minorités de genre. Mais dans le même temps, les forces de gouvernement, elles se sont appuyées sur certaines revendications punitives du mouvement féministe pour renforcer leur domination. Donc là, pour prendre un exemple concret qui est très parlant, je vais parler de la loi Solo CSI qui a été promulguée dans l'État espagnol. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette loi. Déjà pour vous expliquer un peu comment elle a émergé, c'est une réponse directe justement à ce mouvement féministe très fort qu'il y a eu en Espagne dans le cadre de la mobilisation de la 4e vague. Et en fait, cette vague en Espagne, elle a commencé avec une affaire horrible qui s'appelle l'affaire de la Manada. En fait, en 2016, dans les fêtes de Pamplune, qui sont des grandes fêtes de village traditionnelles, il y a une femme de 18 ans qui subit un viol collectif par 5 hommes qui sont condamnés dans un premier temps à 9 ans de prison pour abus sexuels, mais qui vont être remis en liberté provisoirement parce que la justice estime que cette jeune femme n'avait pas assez exprimé son refus du rapport. Qu'il n'y avait pas eu d'opposition explicite, et notamment pour faire ça, la justice va se baser sur des rapports dégueulasses qui ont été faits par des détectives privés pour enquêter sur sa vie intime, etc., pour prouver qu'en fait elle n'avait pas assez dit non, en gros, que du coup c'était un peu sa faute. Donc c'est pour ça qu'ils vont être libérés. Et c'est ça c'est la violence de ce jugement ultra-patriarcal qui va déclencher le fait que des milliers de femmes sortent dans la rue à ce moment-là, s'organisent y compris sur les campus universitaires, pour dénoncer ce jugement-là, pour dénoncer la justice, l'État, la police patriarcale, et qui vont scander « no es no et punto », c'est-à-dire « non c'est non et c'est tout ». Et ça, c'est le point de départ d'une grande mobilisation féministe qui après va toucher plein d'autres sujets, qui culminera en 2018, donc dans le cadre de la vague internationale, et notamment au moment où les organisations féministes et la gauche politique et syndicale vont être forcées d'appeler à la grève féministe le 8 mars. Et cette fois-là, en Espagne, il y a 5 millions de femmes qui font grève. Donc dites-vous, on dit souvent les 3 millions de grévistes des retraites et tout, là c'est 5 millions de femmes qui font grève contre la violence machiste et pour l'égalité. Donc c'est quand même, on atteint un niveau profond. Et donc, face à ce mouvement qui prend de l'ampleur et s'organise, les courants de la gauche, donc du PSOE, là-bas c'est l'équivalent du PS, et de Podemos, qui on va dire est l'équivalent de la France insoumise, en font en fait une promesse de campagne, notamment de Podemos, ça va lui valoir d'être soutenu par tous les secteurs féministes qui se sont mobilisés. Et ils disent en gros, en cas d'élection, on promet de modifier la loi qui a été utilisée dans le cas de l'affaire de la Manada, pour que cette fois, la notion de consentement soit prise en compte. Et donc, après la victoire de la gauche qui va mettre au pouvoir la coalition gouvernementale du PS, du PSOE et de Podemos, finalement, les auteurs de l'affaire de la Manada, les agresseurs, ils vont être condamnés à 15 ans de prison par la plus haute juridiction espagnole, et c'est sur cette jurisprudence que va s'appuyer la loi Solo CSI. Donc en 2022, cette loi elle va être adoptée sur proposition de la députée Podemos Irene Montero, que vous connaissez peut-être. Et donc pour expliquer un peu, après les juristes préciseront peut-être dans la discussion, mais en gros la principale modification de cette loi, c'est qu'elle consiste à éliminer la distinction entre abus sexuels et agression, en unissant ces deux catégories, dans le but de reconnaître qu'une agression n'a pas besoin d'être commise avec des violences, pour être considérée comme telle. Et elle comprend aussi des dispositions sur le harcèlement de rue qui visent à réprimer le harcèlement de rue. Et donc elle est présentée comme une avancée majeure pour les femmes parce qu'elle placerait la notion de consentement explicite au cœur de la définition des délits sexuels. En gros, si la femme ne dit pas oui explicitement, ça devient une agression sexuelle. Donc ça retourne le truc de départ, puisqu'auparavant il revenait à la victime de démontrer qu'il y avait eu violence ou intimidation pour pouvoir bénéficier du jugement comme quoi c'était reconnu comme une violence.
Et donc voilà, ça inverse le truc. Maintenant, s'il n'y a pas eu de oui, en gros, c'est considéré comme une agression. Donc c'est ça qui va être revendiqué par les féministes et par la gauche, y compris à l'international, en France, etc. Pourtant, comme nos camarades du coup de la CRT, notre courant frère dans l'État espagnol, et de Pañerosas vont le dire dès le début, quand il y avait les débats sur cette loi, en fait, ses conséquences, elles ne pouvaient être que néfastes. Je vais expliquer un peu pourquoi. Déjà, elle ne peut rien résoudre, du coup, pour toutes les raisons qu'on a dit, aux raisons structurelles de ces violences. Elle ne s'attaque pas à ça. Et y compris depuis 2022, avec l'approfondissement de la crise, les violences ont augmenté dans l'État espagnol comme dans le monde entier, puisque voilà, les femmes sont de plus en plus précaires, c'est-à-dire qu'elles sont de plus en plus dépendantes d'un travail violent, d'un foyer parfois violent, qu'elles ont de moins en moins de possibilités de s'émanciper de la violence, et y compris que les idées réactionnaires ont beaucoup augmenté, et qu'en Espagne, on voit aujourd'hui des phénomènes qui sont apparus, qui n'existaient pas, qui sont ultra réactionnaires de violence. Par exemple, il y a le cas des pinchazos, qui est un truc qui est discuté en Espagne, qui est une méthode particulièrement horrible, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas qui consiste à endormir les victimes dans les fêtes de village, etc., pour pouvoir justement les agresser. Donc vous voyez que de ce point de vue-là, la loi, elle n'a pas permis de faire reculer les violences. Et dans le même temps, les quelques dispositions de la loi qui visaient à mettre en place des mesures d'éducation, d'accompagnement des victimes, etc., ils n'ont eu aucune réalité puisqu'il n'y a pas de budget, parce que c'est la crise, et parce qu'en gros, c'est le truc qui passe toujours à la trappe et qu'il n'y a aucun moyen, même si ça existe dans la loi, il n'y a pas les moyens pour le mettre en place. En revanche, et c'est tout le truc pernicieux du punitivisme, cette loi, elle va permettre de renforcer l'appareil répressif de l'État, qui était dénoncé par les féministes, en créant de nouveaux délits, en renforçant les peines et le pouvoir de la police, tout en augmentant le règne de l'arbitraire, parce que vous imaginez bien que ce soit pour étudier s'il y a eu consentement, s'il y a eu oui ou non dans une relation qui est mise en procès, etc., ou dans le harcèlement de rue, il y a évidemment plein de biais de classe, de race, d'origine migratoire et tout ce qu'on peut imaginer. En gros, selon d'où on vient, qui on est, on n'a pas la même peine, etc. Et une autre conséquence de cette loi qui montre en fait que ça se retourne au final contre les intérêts des femmes et des minorités de genre, c'est que, en quelque sorte, vous voyez que l'État vient s'immiscer dans nos relations les plus intimes. Enfin, je veux dire, au point de devoir déterminer s'il y a eu consentement dans une relation, c'est quand même une pénétration importante de l'État au cœur de nos vies, dans un domaine qui est quand même particulièrement compliqué à appréhender de ce point de vue-là. Et en fait, en faisant peser la responsabilité pénale sur, en gros, en plus, les femmes, souvent, et leur formulation d'un oui explicite, l'État, il fait, en fait, en quelque sorte, de la sexualité, de nos sexualités, un lieu de danger et de méfiance, plutôt qu'un lieu de découverte, de jeu et potentiellement d'émancipation aussi. En fait, le fait qu'on appréhende nos relations, y compris affectives et sexuelles, à travers ce prisme pénal de l'agresseur et de la victime, ça vient aussi mettre une forme de conflictualité, de division au sein même de nos relations. Josefina Martinez, elle le dit bien quand elle dit que cette fixation sur l'idée de consentement peut imposer des limites au désir lui-même et à l'exploration mutuelle de la sexualité avec d'autres, pendant ce temps-là, la logique punitive ne résout pas les dangers d'une violence de genre qui est structurelle et qui se reproduit à travers le système capitaliste et patriarcal. Donc on voit bien les effets pervers de la reconfiguration d'une demande pourtant ultra légitime du mouvement féministe à l'origine, quand elle est recomposée dans les termes de l'État et de la logique pénale. Et c'est ça toute la ruse de l'histoire, pour reprendre les termes de Nancy Fraser. En récupérant les demandes légitimes du mouvement féministe et en les reconfigurant dans des termes pénaux, les courants de la gauche bourgeoise, y compris, participent à relégitimer l'appareil répressif, la police et la justice que les féministes justement critiquaient à la base. Vous voyez tout le retournement. Et en fait, en détournant notre attention des problèmes structurels qui étaient pourtant soulevés, les courants bourgeois vont déplacer en fait la mobilisation de la rue au code pénal. Et du coup, de la rue aux urnes, ça va aussi ensemble, parce que du coup, si vous voulez une justice, une police plus féministe, en gros, votez pour nous. Ça a été ça leur discours. Et ce mécanisme-là de cooptation, sa conséquence finale, c'est qu'il a vidé les rues. C'est ça la réalité, il faut s'en rendre compte aussi. Ça se voit avec les chiffres. On disait qu'il y avait eu 5 millions de grévistes, de femmes grévistes en 2018 en Espagne. En 2022, il n'y a plus que quelques milliers de femmes qui manifestent le 8 mars. Parce qu'en fait, il faut regarder, on nous a invités, on nous a dit maintenant le combat, ça va être dans le code pénal, dans les élections. Du coup, on s'occupe de vous, faites-nous confiance. En gros, c'est ça qui s'est passé. Et du coup, au final, aujourd'hui, la situation en Espagne, de ce point de vue-là, elle est assez terrible. Après, je vais détailler avec la partie plus sur la droite. Mais au final, les femmes et les minorités de genre, elles se retrouvent désorientées
et désarmés face à la réaction qui arrive et à l'extrême droite qui arrive. Ça va jusque-là? Donc, je bois un petit coup. Donc là, je vais parler de comment la droite, justement, capitalise sur ces biais en fait, punitifs du féminisme. Et je vais l'illustrer aussi comme je l'ai fait là avec la loi Solo-CSI. Mais d'abord pour dire quelque chose un peu générale sur ce qu'on appelle le backlash anti-MeToo. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression. En fait, dans tous les pays où le mouvement féministe il a été le plus fort ces dernières années, et parce qu'il a été dévié justement par les forces réformistes, comme je le disais juste avant, la réaction elle va être terrible. Et ça se voit de manière graphique quand on voit qu'aux États-Unis, par exemple, 6 ans après les Women's March, qui étaient contre Trump, qui dénonçaient l'arrivée de Trump au pouvoir, les violences et tout ça, on a le droit à l'avortement qui est interdit dans plus de la moitié des États. Ça se voit en Argentine, quand au lendemain de la légalisation de l'avortement en 2020, on a Javier Milei qui est élu à la tête de l'État, qui est un misogyne, libertarien, transphobe notoire, qui essaye de revenir sur tous ces acquis-là, même si ça va être compliqué pour lui. Et dans l'État espagnol, c'est pareil. 2 ans après la grande grève féministe, le parti d'extrême droite Vox, il réalise une percée et obtient jusqu'à 52 sièges à l'Assemblée. Donc vous voyez que c'est limite en miroir, en fait. De là où le mouvement féministe a été le plus puissant, c'est là où la réaction aussi va être la plus puissante. Donc si 2020 marque l'apogée de la 4e vague, justement avec l'obtention du droit à l'IVG en Argentine, c'est aussi là où va commencer le reflux et le backlash. Backlash, ça veut dire retour de bâton. Ça a été aussi sur fond de crise du Covid qui a aussi accentué le fait que les rues soient vidées, etc. Et même pour les analystes, il y a un tournant qui peut être identifié, symbolique, au moment du procès Depp Heard. Donc peut-être que ça, vous vous en rappelez. Donc le procès Depp Heard, c'était en 2022. Et donc c'est un procès dans lequel Johnny Depp accuse Amber Heard de diffamation pour l'avoir accusée publiquement de violence dans la presse. Et en fait, ce procès, il va être retransmis en direct pendant 7 semaines dans tous les médias, dans toute la télé, tous les réseaux sociaux et tout, des États-Unis, mais y compris jusqu'en France. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait l'Instagram rempli d'extraits de ce procès et tout. Y compris, il faut voir qu'il y a des médias réactionnaires comme The Daily Wire, qui appartient au libertarien Ben Shapiro, qui est un masculiniste notoire et tout, qui vont dépenser des milliers de dollars pour pouvoir promouvoir du contenu qui vise à décrédibiliser la victime en l'accusant de mentir, etc. Et donc on voit que dans le pays où MeToo a commencé, l'idée selon laquelle le mouvement féministe est allé trop loin commence à s'imposer à une échelle de masse. Donc ça, c'est plus la... Je vais revenir un peu sur ça, sur la montée des idées masculinistes. On entend beaucoup ce mot, et il faudrait voir un peu comment le caractériser. Donc la montée des idées masculinistes, c'est la montée en puissance de l'idée selon laquelle les hommes souffrent d'une crise identitaire parce que les femmes en général et les féministes en particulier dominent la société et ses institutions. Dans un livre qui s'appelle « La rébellion est-elle passée à droite ?», qui est très intéressant de ce point de vue-là, qui a été publié en 2022, le chercheur Pablo Stefanoni, qui est argentin, il retrace en fait les élaborations théoriques de la droite, qui sont des élaborations conspirationnistes, tout simplement, la plupart du temps, en réaction à MeToo. Et c'est intéressant de voir ça parce que ça montre en fait comment ils retournent le truc du féminisme punitif à leur avantage, en quelque sorte. Dans le récit libertarien, le mouvement féministe, c'est une émanation du marxisme culturel, comme ils appellent, qui en fait serait resté depuis la période néolibérale dans les universités, etc., où il serait resté implanté. En gros, on aurait gagné la bataille culturelle, même nous on ne le sait pas, mais on aurait gagné la bataille culturelle. Et depuis ces universités, ils chercheraient à imposer ces idées, ces conceptions politiquement correctes, ou aussi wokistes, maintenant on le dit comme ça, c'est-à-dire, pour donner une citation, une cage de fer imposant des limites strictes à ce que les gens peuvent penser, dire et faire. Donc le mouvement féministe, ça serait ça son objectif, ça serait de restreindre la liberté des gens et des hommes en particulier. Et en gros, ils disent que la gauche ou les élites progressistes, comme ils disent, sont les complices de ce mouvement en lui offrant, en arrivant au gouvernement, etc., la possibilité de s'imposer par le biais d'une législation et d'un puissant appareil de censure et de punition des transgresseurs.
Et du coup, la droite arrive à se donner comme ça un visage libertarien, de défendre la liberté. En gros, eux, c'est les forces de la prison, de la punition. Nous, on est les forces de la liberté. On dit en face les choses, on vous dit la vérité en face. On n'a pas peur d'être hétérodoxe, etc. Le problème des violences faites aux femmes, c'est pas le capitalisme et le patriarcat, comme vous disent les marxistes, c'est en fait la décadence de la famille et l'immigration, en gros. C'est ça le retournement qu'ils font. Donc on voit toute l'absurdité de ce discours-là, mais en même temps on voit comment ça se nourrit des biais du féminisme punitif. Dans des études récentes, comme celle de la journaliste Pauline Ferrari, qui a sorti une super étude à ce sujet en France que je vous invite à lire, on voit comment ces idées réactionnaires-là, elles sont passées en quelques années des marges incel, c'est-à-dire de petites communautés en ligne, etc., à une audience de masse, notamment chez les jeunes hommes, mais pas seulement, aussi chez les femmes, on va le voir. Notamment via des influenceurs mainstream comme Ben Shapiro aux États-Unis, dont on a déjà parlé, mais aussi c'est Andrew Tate au Royaume-Uni. Andrew Tate, je veux dire, il y a eu une crise carrément dans une rentrée scolaire il y a quelques années parce que tous les jeunes regardent ça et sont totalement matrixés par Andrew Tate. Ou en France, on a aussi Thibaut InShape, que vous connaissez peut-être. Mais c'est un vrai phénomène. Enfin, moi, en tant que prof, je le vois au quotidien, les élèves, ils regardent ça tous les jours. Il y a aussi une variante féminine du masculinisme à travers le développement de la tendance qu'on appelle tradwife. Je ne sais pas si vous avez vu ça, franchement c'est ultra flippant. Mais en France ça n'existe pas trop encore, mais aux États-Unis là on voit des vidéos et tout, c'est des vidéos où tu as des petites femmes comme ça qui font à manger, qui sont en robe tradie, qui te disent en fait comment j'ai trouvé un sens à ma vie parce que voilà, les féministes m'avaient dévié de mon chemin, mais en fait le véritable sens c'est d'être une femme et de servir son homme, et qui promouvoit en fait un mode de vie ultra arriéré quoi. En France, on a l'exemple de Thaïs Descuffon. Bon, c'est une militante d'extrême droite, c'est moins tradwife que c'est plus une militante d'extrême droite, mais ça rejoint un peu cette logique. Je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, moi je l'ai regardé, ça m'a fait mal, mais cette dernière vidéo où en fait elle répond à Norman. Vous avez vu que Norman a fait une vidéo absolument horrible où en gros il revient après les accusations et il dit en gros je suis innocent, c'est vrai que j'ai fait quelques goujateries. Mais je suis innocent, et après il dit quand même à la fin, voilà, en gros, moi c'est une erreur, mais après le mouvement féministe c'est bien, et je soutiens la libération de la parole des femmes et tout. Et du coup, Thaïs Descuffon fait une vidéo pour lui répondre, où elle essaye de dialoguer avec lui, où elle lui dit, en gros, tu as été victime des féministes, mais ne te trompe pas, là tu es en train de t'asservir à elle en reconnaissant MeToo et tout, mais en fait, rejoins notre camp, dis la vérité, et dis que le problème c'est pas ça, et que le problème c'est la pensée woke, etc., etc. Donc on voit comment elle retourne ça en s'appuyant sur les dérives punitives du mouvement féministe. Et donc ce qu'il faut vraiment voir, c'est que ces idées-là, voilà, on peut en rigoler comme ça et tout, mais en vérité, c'est en train de pénétrer les esprits à une échelle massive. Donc nous, on n'a pas forcément accès à ça parce qu'on est des militants, on est entouré de gens voilà, qui sont plus progressistes et tout, mais il faut voir le niveau que ça prend. Pour prendre un rapport qui a été publié en France là, en 2024, c'est le rapport qu'il y a chaque année du Haut Commissariat à l'égalité. Il dit texto: les réflexes masculinistes et les comportements machistes s'ancrent, en particulier chez les jeunes hommes adultes, pendant que l'assignation des femmes à la sphère domestique et au rôle maternel regagne du terrain. Il dit que le sexisme commence à la maison, continue à l'école et explose en ligne. Il est inoculé par les 3 incubateurs les plus puissants de la société, la famille, l'école et le numérique. Vous voyez que ce n'est pas RP qui le dit, c'est le Haut Commissariat à l'égalité. Et pour donner quelques chiffres marquants, mais qui donnent la mesure du phénomène, ce rapport il dit qu'aujourd'hui, en France, 37% des hommes considèrent que le féminisme menace leur place et leur rôle dans la société. Il dit que 52% des hommes de 25 à 34 ans considèrent que l'on s'acharne sur les hommes. 59% de cette même tranche d'âge estiment qu'il n'est plus possible de séduire une femme sans être vu comme sexiste. 59%. Donc, c'est dire à quel point ces idées réactionnaires, elles imprègnent aujourd'hui la population, y compris notre propre classe. On a tous déjà entendu, je pense, autour de nous, plus dans la famille ou chez les collègues, des réflexions du type « aujourd'hui, on ne peut plus rien dire ». Il y a des camarades qui raconteront leur expérience et tout dans le monde du travail, mais il y a une camarade qui me racontait, par exemple, qu'elle entendait régulièrement « aujourd'hui, on ne peut plus être dans un ascenseur avec une femme seule sans se prendre un procès » ou ce genre de réflexion. Donc on voit bien comment le masculinisme prospère dans un jeu de miroir déformant avec le féminisme punitif. Donc pour illustrer maintenant ça avec l'exemple espagnol qui est ultra parlant à partir de ce que je vous ai dit, je vais expliquer un peu.
comment la droite arrive à capitaliser au final sur ça. Parce que là, on parle de culturel, etc. Mais je veux dire, c'est des forces matérielles derrière qui profitent de ces changements-là. Donc, au moment de la promulgation de la loi CSI en 2022, donc sous le gouvernement progressiste PSOE-Podemos, la droite du Parti populaire et de Vox, donc l'extrême droite de Vox, vont mener une campagne d'opposition réactionnaire à cette loi. Il y a une députée Vox qui va expliquer, par exemple, que cette loi est une brique de plus dans l'apartheid sexuel dont souffrent les hommes en Espagne, ou encore que les féministes vont devoir reconnaître qu'il va falloir fermer la porte à tous ces immigrés qui veulent agresser des femmes. Et donc, ça c'était le premier axe de campagne, on va dire, contre la loi, contre ces aspects plus progressistes sur les questions de consentement et tout. Mais pour voir toute l'hypocrisie de cette droite et de cette extrême droite ultra-opportuniste, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'après la promulgation de la loi, un des effets un peu inattendus que personne ne voulait, même la gauche, Irénée Montero, elle dira non, jamais ça n'arrivera et tout, mais en fait, ça a eu un effet juridique de libérer à la marge quelques personnes qui étaient accusées ou qui étaient en prison, ou de réduire la durée de leur peine. Et du coup, là, la droite va changer son fusil d'épaule et commencer à dire, en fait, la gauche veut mettre des violeurs en liberté, et elle va faire une surenchère punitive en disant « nous, on est les seuls à défendre l'emprisonnement à vie pour les meurtriers, pour les violeurs, etc. » Et donc, en fait, ça va occuper toute la scène politique dans un contexte électoral, donc autour de 2022-2023. En fait, tout le débat électoral, il va se centrer sur... ça va prendre beaucoup de place, quoi. Et du coup, sous la pression de cette campagne réactionnaire, le PSOE, finalement, va trahir en proposant unilatéralement une réforme de cette loi qui va être adoptée avec le soutien de la droite et contre Podemos, ce qui va ouvrir une crise fatale pour le gouvernement en Espagne dans laquelle on est toujours en quelque sorte aujourd'hui. Donc sans rentrer dans les détails, il faut voir que cette crise elle va être telle que Podemos, qui a fait renaître en fait le PSOE en faisant cette alliance, ça nous rappelle des choses, va finir par être évincé du gouvernement et à se retrouver totalement impuissant, etc., avec des scores électoraux pitoyables, etc. Et donc dans cette nouvelle version de la loi, sur l'OCSI que propose le PSOE et qui va être adoptée, finalement, en gros, la prise en compte du consentement par la distinction entre les deux catégories que j'avais dit va être tout simplement supprimée. Donc ça évacue le truc le plus progressiste, on va dire, de la loi, et tous les aspects punitifs, répressifs vont être accentués. Donc il faut bien se rendre compte que, alors que c'était une conquête du mouvement féministe d'avoir imposé un débat ultra progressiste sur ce que c'est le consentement, comment le prendre en compte, comment le populariser, comment éduquer les jeunes, etc., on se retrouve au final avec un débat ultra réactionnaire sur le nombre d'années en fait, de prison qu'il faut distribuer. Donc vous voyez tout l'impasse de cette logique. Et comme l'explique notre camarade, c'est la droite qui va le plus profiter de ce débat qui ne fait que renforcer au final l'idée que la police, la justice, le système pénitentiaire jouent un rôle progressiste dans la protection des femmes. Et aux élections municipales et régionales, du coup juste après de 2023, le Parti populaire et Vox, ils vont exploser tous les scores, ils mettent en crise les forces de gouvernement, Podemos essuie un échec, etc., comme je l'avais dit, le PSOE va se recomposer en évinçant Podemos du gouvernement. Aujourd'hui, la nouvelle ministre de l'égalité en Espagne, qui était Irénée Montero, qui avait proposé cette loi de Podemos à la base. Maintenant, c'est une meuf du PSOE qui s'appelle Ana Redondo, qui participe à une marche transphobe, par exemple. Donc voilà. Donc il y avait une phrase de bilan que j'avais trouvée qui était pas mal dans un article de la presse espagnole, dans El Diario, où le journaliste disait « Dans les cercles féministes, une phrase revient en boucle depuis un certain temps déjà. Tout ceci est un désastre. La législature avait commencé dopée par la déferlante de la vague féministe qui a secoué la société lors de la décennie passée. Elle se termine avec un mouvement féministe abîmé par une lutte partisane entre partenaires de la coalition. » Et ça, c'était avant toute la décadence qu'il y a eu par la suite. Donc on voit bien comment la surenchère punitive ne produit au final que de la démoralisation et comment pendant ce temps-là, le capitalisme, lui, il continue son chemin et sa course en renforçant l'exploitation et l'oppression de toutes les femmes et de toutes les personnes LGBT. On va pas finir sur ça, je vais faire une petite conclusion pour donner un petit peu, nous, notre programme par rapport à cette question. Et après, vraiment, n'hésitez pas à discuter, etc. L'échange, le but, c'est d'avoir un échange.
du coup, je pense que c'est important peut-être pour faire le pont avec ce que disait Gabriel, c'est que vous voyez que cette montée des idées réactionnaires, et y compris Sacha en parlait très bien hier dans le meeting, il est totalement utile en fait aux différentes bourgeoisies capitalistes à l'heure d'avancer vers un réarmement, un projet de guerre impérialiste, etc. Et que c'est des choses qui sont fonctionnelles à la société, de en fait retourner le problème pour une partie des jeunes hommes contre le féminisme et les femmes, retourner le problème pour une partie des hommes blancs contre les noirs et les arabes, vous m'avez compris, et en fait diviser toujours plus tous les secteurs sociaux de la société. Nous, on pense que cette discussion de comment est-ce qu'on va s'affronter à tout ça, évidemment qu'elle doit passer. C'est pour ça qu'on a accordé beaucoup d'importance dans l'atelier au bilan d'un puissant mouvement féministe. C'est vrai que quand on se rend compte que ça fait 8 ans que MeToo a commencé, c'est à mon avis important de discuter ensemble et de tirer les bilans des différentes logiques, etc. Mais si on discuter de l'impasse de la logique punitive, c'est pas dans une logique de jugement moral à quelconque camarade ou personne qui a eu des réflexes punitifs dans sa vie ou qui s'est dit un jour qu'il allait demander plus de prison, etc. par réflexe. Parce que je veux dire, les principales organisations du mouvement féministe revendiquent ça infuse après en fait dans l'ensemble, y compris des perspectives qu'on peut avoir nous en tant que personnes qui subissons des oppressions. Si on s'organise dans un collectif féministe révolutionnaire qui propose un féminisme antipunitif, anticapitaliste et anticarcéral, c'est évidemment pour pouvoir en finir avec toutes les violences faites aux femmes et aux personnes LGBT. Ça veut dire qu'on revendique évidemment plus de moyens pour l'ensemble des associations qui accueillent et luttent au quotidien pour héberger les femmes victimes de violences, pour lutter et accompagner les victimes en fait dans le cadre de ce système capitaliste. Mais ce combat-là, on l'articule aussi au combat contre l'exploitation capitaliste. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que pour les questions de précarité et de misère en fait que produit le système capitaliste dont les femmes sont en première ligne vient accentuer les violences de genre qui sont subies par les femmes. Donc du coup, nous on revendique une allocation d'autonomie par exemple pour que toutes les femmes pour assurer une indépendance économique et que le problème de la précarité ne soit plus une question en fait à l'heure de quitter un foyer ou un mari violent. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que ça fait aussi une articulation entre la différence qui peut exister de classe entre les femmes, où en fait, quand tu es une femme précaire, immigrée et que tu as des agressions sur ton lieu de travail, tu n'as pas les mêmes armes en fait qu'une actrice de Hollywood pour pouvoir en fait dénoncer les préjudices que tu subis. Et ça, c'est une différence, y compris qu'il est important de voir. Nous, on a déjà fait l'expérience concrète de ça et peut-être des camarades pourront raconter. Dans les facs et dans les lieux de travail, on a par exemple la Chronodrive avec l'expérience de Rosen qui pourra peut-être raconter, mais aussi à Sciences Po, on a aussi fait l'expérience de ça. La lutte pour la création de commissions indépendantes, que ce soit des directions d'université ou des patrons. Pourquoi ? Déjà, dans un premier temps, parce qu'en fait, les patrons et les directions d'université, ils vont toujours mettre en avant la réputation de l'entreprise ou de la fac avant en fait une bonne gestion des violences, qu'elles soient sexistes, sexuelles, mais y compris des ensembles des discriminations qu'on peut subir sur un lieu de travail ou sur une université. Et donc du coup, nous, ces commissions, on exige à la fois qu'elles soient dotées de moyens suffisants pour pouvoir en fait faire de l'éducation à la question du consentement, pour pouvoir lutter contre les violences et pour pouvoir s'organiser, mais y compris qu'elles soient composées de personnel, d'étudiants dans le cadre des facs et de travailleurs et de travailleuses dans le cadre en fait de lutte sur un lieu d'entreprise. Et ça, c'est important parce qu'à la fois c'est un cadre de solidarité et d'entraide face à des violences pour pouvoir s'organiser, mais c'est aussi un espace de lutte et d'organisation qui permet en fait de lutter contre l'ensemble des préjugés qui traversent les gens dans des universités ou dans les lieux de travail. C'est des espaces, et je pense que Rosen racontera peut-être mieux que moi, mais la commission en fait, qui avait été créée de lutte contre les violences sexistes et sexuelles à Chronodrive, elle avait permis dans un premier temps d'organiser des femmes qui vivaient des violences sur le lieu de travail, et dans un second temps d'organiser une grève contre le licenciement de Rosen qu'on a voulu jeter de l'entreprise parce qu'elle a dénoncé ces violences, y compris avec des camarades hommes qui avaient des préjugés sexistes et qui ont pu en fait avancer dans l'expérience de la lutte sur en fait comment ils voyaient leurs collègues femmes, parce qu'en fait ils ont fait une expérience de lutte contre le patron et contre les violences sexistes et sexuelles.
Ça, c'est important parce que vous voyez, y compris, que ça permet de réfléchir les revendications qu'on a, à la fois comme des revendications pour lutter contre les violences et obtenir des moyens réels, que ce soit pour les associations, comme on disait, pour une éducation sexuelle à l'école qui soit à la hauteur. Enfin, je veux dire, on a 1 heure au collège qui nous apprend comment mettre une capote sur une banane. Ça n'est absolument pas suffisant pour pouvoir nous éduquer. Mais c'est aussi des revendications de lutte et d'organisation pour essayer de construire l'unité entre les différents secteurs sociaux et construire un mouvement féministe qui essaye de réfléchir ça. Nous, notre logique, c'est qu'on pense aussi que c'est les limites programmatiques et le fait que l'horizon du mouvement féministe, il soit souvent celui de l'État, de revendiquer en fait à l'État plus de revendications. Cela, ça relégitime l'État, sa police, qui fait que piétiner nos droits au quotidien, qui nous réprime et qui y compris nos attaques, et qui perpétue les violences. Nous, ce qu'on vous propose de construire avec Du pain et des roses, c'est une tradition qui est anti-impérialiste et révolutionnaire et qui met au cœur de son combat la lutte contre l'ensemble des violences faites aux femmes, qu'elles soient sexistes, sexuelles, mais aussi économiques, racistes et policières. Notre perspective, c'est une organisation féministe de combat qui se prépare consciemment avec des affrontements avec cet État capitaliste et ses institutions, car on sait que c'est le seul moyen non seulement d'arracher des revendications, mais y compris de se libérer de l'oppression et de l'exploitation. Nous, on cherche avec Du pain et des roses à s'armer et c'est pour ça qu'on étudie beaucoup le féminisme de la deuxième vague, de la tradition de toutes ces féministes qui ont existé et qui ont porté le drapeau du féminisme anti-incarcéral, anti-impérialiste et antiraciste dans les années 70 et qui ont critiqué ce glissement du féminisme comme aujourd'hui un truc cool et une arme en fait pour les agences de publicité. Nous, on pense que le féminisme, il est politique et pour elles hier et nous aujourd'hui, lutter contre les violences faites aux femmes, c'est aussi lutter pour la justice et pour la vérité pour toutes les victimes de violences policières et contre les violences que commet l'État tous les jours contre les femmes et les habitants des quartiers populaires. On veut aussi reprendre la tradition des ouvrières russes qui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ont pris le pouvoir aux côtés, y compris de leurs camarades hommes. Mais il ne faut pas oublier que c'est le 8 mars qui a déclenché en fait la première révolution de l'histoire. Mais y compris, elles ont légaliser l'avortement pour la première fois dans le monde, dépénaliser l'homosexualité dans l'État ouvrier russe, et puis ensuite, pourquoi est-ce qu'elles ont fait ça? Parce qu'elles essayaient d'articuler et de s'attaquer aux bases matérielles qui créent leur oppression, c'est-à-dire qu'en fait, elles ont socialisé les tâches ménagères et y compris les tâches de garde d'enfants, etc. Elles ont mis en place des garderies pour pouvoir, en fait, plus que ça soit conditionné à l'unité bourgeoise de la famille qui sert, en fait, au système bourgeois. Et du coup, dans cette logique-là, elles ont essayé de s'attaquer à ce qui faisait les bases matérielles de l'oppression des femmes. Comme elles et de nombreuses guerrières dans l'histoire, que ce soit les féministes de la seconde vague ou les ouvrières de la révolution russe, on vous invite à construire avec nous un mouvement féministe qui ancre la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et les violences faites aux femmes dans la lutte contre les multiples formes de violence. Et c'est pour ça qu'on défend un féminisme lutte des classes, antipunitiviste, anticapitaliste et socialiste.